à tous, bienvenue à bord, puisque ça va être notre thème du jour. On va vous parler de l'onboarding, justement, c'est la clé de l'intégration des talents quand il est réussi. C'est à Sandra Liman-Monzani que je vais laisser la parole. Et au cours de cette discussion, on va vous demander d'intervenir, de nous raconter des expériences, des retours d'expérience, des témoignages au gré des questions que Sandra va pouvoir vous poser. Allez, je te passe la parole, Sandra. Je te laisse te présenter ce que tu fais au sein de Manpower et je te laisse la parole. Merci Florence, bonjour à tous. Eh bien, je suis chef de projet au marketing talent de Manpower France. Donc, évidemment, on s'occupe de l'attractivité, de la fidélisation de tous nos talents et ils sont nombreux. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce thème ? Parce qu'il y a des chiffres qui sont très parlants. 33% des salariés sont déjà en recherche d'emploi dans les 6 mois de leur embauche. C'est-à-dire 33%, un tiers, je le redis. On peut considérer à ce niveau-là que c'est un phénomène de société auquel il faut vraiment qu'on s'attelle, qu'on étudie pour savoir pourquoi on en est là, quelles sont les attentes et comment gérer cette situation. Alors évidemment, on est face à une évolution du marché du travail et des attentes des salariés qui ont évolué depuis la crise sanitaire, même si le phénomène était déjà lancé avant. Je dirais que la crise sanitaire a finalement été un révélateur. Alors, il y a les tensions sur le marché du travail, que vous avez tous sans doute pu constater, qui obligent les entreprises à travailler leur attractivité, leur capacité à retenir les talents. Mais il y a également, et ça c'est peut-être plus nouveau mais plus ancré, la révolution sociétale qui pousse chacun à prétendre à un impact positif, qui s'interroge sur son utilité sociale, mais son utilité sociale tout en favorisant l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. En fait, on se rend compte que la nouvelle génération entend retirer autre chose du travail que les générations antérieures. Un petit chiffre encore, parce que je pense que c'est intéressant d'étayer la démonstration sur des chiffres. 68% des salariés de la génération Z ne sont pas satisfaits des actions engagées par leur entreprise pour promouvoir un cadre de travail plus inclusif. Ce qui signifie, s'ils en sont là, qu'ils sont prêts à changer d'entreprise et changer d'entreprise sur des critères qui sont différents de ceux qu'on avait avant. Autre phénomène également, l'accélération de la mise en place du travail hybride. Aujourd'hui, il faut savoir que 55% des salariés en France ont changé d'organisation. Mais il faut toujours savoir raison garder, il faut regarder les phénomènes de société et garder les fondamentaux qui sont le salaire, qui demeure quand même un des éléments clés lorsqu'une personne cherche un emploi. Même si elle peut être un peu moins regardante sur le salaire au vu des valeurs de l'entreprise, pour autant ça reste quand même un élément clé. Et on s'est rendu compte que le onboarding était en fait le moment charnière. Mais ce moment charnière, il ne commence pas le premier jour de travail comme on pourrait l'imaginer. Il commence dès que le candidat a accepté un poste. Il faut savoir qu'un candidat sur 5 ne se présente pas le premier jour de travail. Ce sujet, on a une première question à vous poser, reprenant l'introduction de Sandra, qui est tout simplement la suivante. On parlait de ce fameux tiers qui songe à quitter son poste dans les premiers mois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous? Est-ce que vous avez déjà songé à quitter votre poste dans les premiers mois de travail durant la période d'essai, ou est-ce que vous l'avez fait d'ailleurs? Qui souhaite intervenir et nous raconter une petite expérience ou un petit retour d'expérience là-dessus? Je vous tendrai le micro. Vous démentez les statistiques? On n'a personne qui, semble-t-il, a voulu, ou veut nous le dire en tout cas. Bah écoutez, je crois que le panel est présent. Si, on a une personne. Merci beaucoup pour ce début de présentation. Pour répondre à cette question, pourquoi on a pensé quitter, c'est surtout la dichotomie entre ce qui était prévu sur le papier et la réalité du terrain.
Et ça m'amène un peu à votre dernier chiffre qui vous dit qu'il y a une personne sur 5 qui ne sont pas venus lors du premier jour. Comment vous pouvez l'expliquer ça aussi? Justement, l'un des éléments de réponse, et c'est gentil de nous permettre l'enchaînement, merci beaucoup, on a au départ l'annonce. L'annonce d'emploi, en fait, est essentielle. Il faut qu'elle donne l'envie d'avoir envie. Parce qu'un bon onboarding débute dès là. Il faut que l'annonce soit attractive, qu'elle soit motivante, mais, et c'est là où j'en viens à ce que vous disiez, il faut qu'elle soit réaliste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que parce qu'on est sur un marché de l'emploi qui est tendu, il faut survendre un poste. Parce qu'il y aura forcément déception. Si vous vous dites « Ah ben franchement c'est super, c'est le poste rêvé » et que vous arrivez et que vous dites « Bah non, finalement, c'est pas ça que j'attendais, c'est pas ce que je voulais », ça sera déceptif. Et en fait, ça sera déceptif et pour vous et pour l'entreprise qui vous aura embauché et qui aura misé sur votre profil. Et puis finalement, bah, vous allez la laisser tomber. Donc même pour une entreprise, ce n'est pas rentable de survendre son offre d'emploi. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et peut-être qu'il faut faire évoluer les offres d'emploi pour donner un peu d'autres informations que celles qu'on trouve de manière courante. Je pense qu'il faut aller vers le sens du poste qui est proposé, c'est-à-dire quelles sont les valeurs, quelle est la culture de l'entreprise, quelles sont la visibilité sur les évolutions de carrière, et pas se contenter du poste T. Aujourd'hui, on sait qu'on a des talents qui sont zappeurs. Et donc, il faut, dès l'annonce, qu'ils aient, ce que je disais dans le titre, en fait, l'envie d'avoir envie et se dire qu'ils pourront construire quelque chose avec l'entreprise qui les embauche. C'est une donnée qui est essentielle. Et d'ailleurs, ça a poussé les entreprises à travailler leur marque employeur, sachant qu'avant, la marque employeur, elle était travaillée plus en direction du commerce, des clients, et qu'aujourd'hui, la marque employeur, elle est également travaillée pour recruter et pour avoir les bons profils. Et ça, je pense que c'est un changement essentiel dans la manière dont on recrute et dans la manière dont on aborde le sujet du recrutement. En fait, aujourd'hui, pour le dire de manière claire, le candidat, c'est un peu un consommateur. Donc, il faut avoir une attitude comme si on avait face à nous un consommateur. Et pour boucler, puisque je disais que j'étais au marketing talent, c'est toute la cohérence que l'on retrouve avec le marketing talent et justement ce travail vers le consommateur sur un marché extrêmement concurrentiel. Ça me pose la question de savoir, dans le marketing, on sait très bien qu'il y a une analyse des besoins, et donc on part sur une personnalisation des besoins de chaque client. Comment vous, chez Manpower, vous pouvez déceler ce besoin pour faire donc des panels, et donc faire de la segmentation par la suite en fonction de l'annonce en particulier, donc de proposer un onboarding qui soit vraiment particulier à vous, et donc différent par rapport à moi et différent par rapport à une autre personne. Quels outils utilisez-vous pour répondre à ce onboarding personnalisable? Alors déjà, il y a un point qui est essentiel, c'est que, comme je vous le disais, on est dans le marketing, donc on fait des études de marché. Et chez nous, l'étude de marché, ça signifie qu'il faut connaître les bassins d'emploi, tout simplement. Donc connaître les bassins d'emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire être au cœur des bassins d'emploi. Et c'est tout le développement territorial de Manpower France qui a plus de 700 agences à travers toute la France. Vous me permettrez cette page de publicité, mais qui, je pense, est essentielle pour répondre à votre question et qui nous permettent d'avoir une vision extrêmement claire des besoins en temps réel.
Au-delà de ça, on est accompagné également par des outils digitaux, et c'est bien normal. En plus, on est à Vivatech, donc je ne vais pas vous expliquer qu'on fait tout avec papier et crayon. Mais justement, je vous encourage à aller voir nos innovations, et vous verrez que dans nos innovations, il y a justement des études de bassins d'emploi extrêmement précises qui nous permettent de cibler les choses. Et comme on est un intermédiaire de l'emploi, il nous faut également connaître nos clients et connaître les besoins des clients. Et comment on connaît les besoins des clients? Par exemple, c'est les visites de poste. C'est-à-dire savoir dans quel milieu, dans quelles circonstances, comment va se passer le onboarding des candidats. Et justement, ça nous donne envie de vous poser une autre question. Qu'est-ce qui fait pour vous l'attractivité d'un poste? L'attractivité d'un poste, est-ce que ça va se jouer sur les valeurs véhiculées par l'entreprise? Est-ce que ça va se jouer sur la marque employeur, justement? Qu'est-ce qui, pour vous, dans une annonce ou dans un début, vous fait dire tilt? Vous fait dire, ça peut être attrayant? Là aussi, quelles expériences vous pouvez nous raconter? Qu'est-ce que vous avez vu dernièrement qui pourrait nous faire dire un portrait robot du poste attractif suivant l'entreprise? Est-ce pas attractif, justement. L'antidote, effectivement. Est-ce qu'il y a des valeurs qui vous ont peut-être un peu rebuté? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'annonce, une décorrélation peut-être entre l'annonce et votre profil, où vous vous êtes dit là il y a un truc qui ne va pas? On a une réponse. Alors, je vais répondre au corollaire qui est de dire ce qui me paraît moins attractif aujourd'hui dans une offre. C'est quand je vois des offres qui sont très longues, avec beaucoup de blabla, si je puis dire, parfois autour de choses qui semblent être plus des fioritures et qui viennent masquer un peu la réalité du poste. Et après, c'est aussi la casquette RH. Quand je vois qu'on met en avantage des choses qui sont obligatoires, ça me pose beaucoup de questions sur quels sont réellement les avantages en termes de culture ou même en termes de compagnie qui peuvent être proposés. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a des candidats zappeurs, et si l'annonce est trop longue et si on blablate, comme vous l'avez dit, sur l'annonce, à ce moment-là, elle ne sera pas efficace. Il faut être percutant, mais tout en restant réaliste. Et en dire suffisamment pour que le candidat soit attiré et que finalement, il veuille aller plus loin et il postule pour aller plus loin et pour rentrer dans le processus de recrutement. Et sachant que ceci posé, effectivement, le candidat, il doit se sentir attendu. C'est un point qui est crucial dans votre démonstration, Sandra. Il doit sentir qu'il est attendu, qu'il est là pour quelque chose, en fait. Voilà, exactement. Et c'est tout l'enjeu de la relation d'un candidat qui a signé avec vous et qui se dit tiens, voilà, finalement, je vais rentrer chez Manpower, mais qui a une période à faire avant de quitter son poste. Et du coup, il y a un risque de perdre ce candidat. Et en réalité, dans le onboarding, il y a également tout l'aspect de la relation qui se crée avant son arrivée pour que le candidat se sente attendu. Et ça c'est vraiment, vraiment un point essentiel. Et on en revient justement à ce qu'on disait tout à l'heure, sur un candidat sur 5 qui ne se présente finalement pas le premier jour de travail, et ben ça peut aussi être dû à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a signé avec une entreprise qui lui plaît, le poste lui plaît, le salaire lui plaît, tout va bien. Mais finalement, il se dit, bon, j'ai plus de contact avec l'entreprise, j'ai dû faire mon préavis, donc ça fait 2 mois. Finalement, c'est peut-être que l'entreprise ne veut pas de moi. Et sur un marché de l'emploi tendu, c'est extrêmement risqué. D'autant plus qu'il faut quand même avoir en tête que le changement de travail, ça génère du stress. Parce que c'est un investissement, c'est une étape importante dans la vie professionnelle et c'est un marqueur social de sa place dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste, et ça c'est peut-être un élément fondamental qui reste et qui est important, c'est le marqueur social de sa place dans la société. Et pour que ça puisse marcher, il faut vraiment que les liens soient faits très tôt
que la confiance naisse finalement dès avant la prise de poste, mais il faut être très vigilant. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous envoyiez un mail tous les jours à votre candidat pour être sûr qu'il ne va pas partir. Parce que sinon, alors là, pour le coup, c'est totalement contre-productif. Et sachant donc qu'il y a peut-être des conseils à donner, c'est-à-dire prévoir quelque chose au début, un kit de bienvenue, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Oui, bien sûr, il faut prévoir un kit de bienvenue, il faut maintenir le lien et il peut y avoir une solution qui consiste à régler toutes les questions qui pourraient polluer son arrivée. Il faut le tenir informé de l'avancée du processus et il faut également anticiper le programme d'intégration avec la désignation d'un mentor, un programme de formation qui est déjà installé, éventuellement des vidéos sur les espaces de travail pour familiariser déjà le candidat avec, le candidat qui devient salarié d'ailleurs, et pour qu'il se sente onboardé avant même d'être monté à bord. Donc vraiment prévoir un emploi du temps des premiers jours pour que le collaborateur se sente pris en charge et lui fournir éventuellement, ça c'est aussi un élément qui peut être intéressant, une to-do list pour qu'il puisse cocher les étapes et avoir le sentiment d'avancer. Alors là, on a peut-être une illustration parfaite de ce qui peut être fait par une entreprise pour accueillir un nouveau collaborateur. À vous la parole alors maintenant. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien accueilli dans une entreprise? Ou qu'est-ce qu'une entreprise a fait pour vous pour que vous vous sentiez attendu au moment de votre prise de poste? À l'inverse aussi, qu'est-ce qui n'a peut-être pas été fait que vous auriez aimé qu'il soit fait? En gros, c'est quoi vos mots-clés pour vous dire « Ah, là, ils m'attendaient. Ils avaient envie que je sois là, j'étais pas venu pour rien, ils m'attendaient. » Là aussi, quel retour d'expérience de votre côté? Au moment où une entreprise vous accueille, est-ce qu'on vous a mis peut-être effectivement un kit de bienvenue? Est-ce qu'on vous a désigné un tuteur, un mentor? Est-ce que tout ça n'a pas été fait et vous en avez été fort déçu? Vous avez trouvé que c'était une intégration peut-être pas réussie? Quel retour d'expérience vous pouvez faire, monsieur, éventuellement? Vous aviez? Vous étiez plutôt senti accueilli, manifestement. Mais je viens d'arriver, vous pouvez poser la question, hein. Vous pouvez la répondre. Je demandais... Oui. Je demandais à la cantonade d'ailleurs si une idée vous est venue. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien accueilli dans une entreprise? Est-ce que c'est un kit de bienvenue? Est-ce que c'est une relation particulière avec la RH? Est-ce que c'est un déjeuner d'équipe en premier lieu? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous sentir bien accueilli dans une entreprise? Avez-vous la réponse, l'un ou l'autre? Bon, c'est beaucoup plus le contact humain personnalisé plutôt que des process automatisés où on sait que vous venez, on vous donne les kits des bienvenus et tout. Mais le contact humain, vous écoutez et vous donnez une solution qui est adaptée à ce que vous attendez de l'entreprise. C'est beaucoup mieux que des processus automatisés déjà mis en place, quoi. Bien sûr, vous avez raison quand on arrive dans le moment de l'intégration et vous avez tellement raison que dans nos modèles en travail temporaire, il y a eu des évolutions importantes et notamment ce qu'on appelle chez nous le Manpower on-site, c'est-à-dire que Manpower a un collaborateur sur place chez le client pour accueillir les intérimaires. Et donc on en vient à la relation humaine et à l'accueil humain de Manpower qui est l'intermédiaire entre le client et le candidat pour que justement ce onboarding se passe bien. Donc c'est vraiment un point de vigilance. Vous avez raison, je disais il faut que les process soient simplifiés. Pourquoi? Parce que justement, que ce soit fait en amont pour qu'au moment de l'arrivée, vous ayez la relation humaine. Et le fait de vous envoyer un programme avec finalement les gens que vous allez rencontrer à votre arrivée, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous casser la tête. On vous dit voilà, vous rencontrerez Pierre, Paul, Jacques qui ont telle et telle fonction et qui vous apporteront de quoi vous sentir impliqué dans l'entreprise et intégré dans l'entreprise. C'est vraiment un travail d'équipe, hein, l'intégration d'un nouveau collaborateur. C'est comme ça qu'il faut l'englober, Sandra. Exactement, c'est un travail d'équipe et c'est l'étape à laquelle se vérifie la convergence entre les intérêts du collaborateur et de l'entreprise. Ça implique les RH, ça implique le manager, ça implique les collègues, ça implique aussi la DSI.
puisque le nouvel arrivant doit trouver sa place et être intégré à l'équipe. Tout son matériel doit être opérationnel, parce qu'il doit avoir une adresse mail, un accès informatique, il doit pouvoir avoir tous les accès physiques, il peut y avoir une visite organisée des espaces communs, il peut y avoir des goodies qui lui donnent déjà le sentiment d'appartenir à la marque. Par exemple, maintenant qu'on a retiré les gobelets en plastique dans les entreprises, lui donner un mug aux couleurs de l'entreprise, tout simplement pour que vraiment ils se sentent le bienvenu. Il y a un autre élément aussi, et on est dans la relation humaine, c'est évidemment toutes les périodes de repas, de pauses, qui doivent être partagées et utilisées pour des échanges informels qui créent finalement le supplément d'âme que l'on recherche dans la relation humaine, qui est essentielle et qui est d'autant plus cruciale, je dirais, au moment de la prise de poste. Alors justement, on va se placer de l'autre côté de la barrière à présent. C'est le premier jour de travail d'un collaborateur dans votre entreprise ou dans votre équipe. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous avez déjà prévu? Qu'est-ce qui doit être mis en œuvre pour que ce collaborateur soit à présent bien accueilli? Quelles sont les idées que vous avez pu émettre? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Ou si tel n'est pas le cas, encore une fois, la question de qu'est-ce qui peut être mis en place dans l'absolu. Quelle intervention là-dessus? Vous êtes chef d'équipe, vous êtes chef d'entreprise ou vous êtes le manager de l'entreprise? Quelle intervention vous faites? Ici, ok. Alors, en interne, ce qu'on a développé, c'est que quand une nouvelle personne arrive, donc par exemple une personne dans mon équipe, on commence toujours par un petit déjeuner avec toutes les personnes de l'équipe. Donc on impose une présence sur site pour ce jour-là, pour bien intégrer la personne. Après, il y a directement un point justement avec la DSI pour être sûr que le matériel soit remis. Je ne le disais pas, mais lors du petit-déj, on remet aussi les goodies. Donc petit-déj, goodies, ensuite point DSI, point avec la personne en charge de l'administration du personnel pour expliquer aussi tous les sites RH utiles, répondre aux questions éventuelles. Et après, chaque manager est en charge d'organiser pour la première semaine des rendez-vous avec toutes les personnes avec lesquelles va être amené à collaborer le nouvel employé. Alors, je ne sais pas quelle est votre entreprise, mais je pense qu'on va venir chez vous, parce que ça a l'air très bien, l'onboarding. Hein. On arrive tous. Donc, et puis effectivement, voilà, on a un exemple typiquement de bonne pratique. S'il y en a un deuxième, évidemment, on le prend. Si une deuxième personne a quelque chose à nous dire à ce sujet. Mais c'est sans doute, Sandra, un exemple parlant, parce qu'ensuite, une fois que l'onboarding est passé, il y a toute une étape supplémentaire qui est le rythme de croisière, qui est celle de la fidélisation après. Bien sûr, ça ne s'arrête pas. Là aussi, le onboarding, il ne s'arrête pas le jour de l'arrivée. Parce que sinon, ou la semaine de l'arrivée, allez, soyons larges le temps que les rendez-vous soient faits. Je voudrais juste revenir sur un point qui est important, puisqu'on parlait du travail hybride. Vous soulignez effectivement que quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive dans une équipe, on demande à l'équipe d'être présente. Et on en revient également à ce que vous disiez vous, c'est-à-dire finalement la nécessité de la relation humaine, c'est finalement une bonne pratique et une bonne jonction entre les deux. Alors, après ça, c'est le suivi de la période d'essai. Alors, on nous demandait toujours, en tant que recruteur, de suivre les périodes d'essai des collaborateurs. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une évolution y compris dans les fonctions du recrutement, puisque vous avez des responsables de recrutement et du onboarding, ce qui donne bien l'aspect essentiel que ça représente. Donc j'ai fait une légère digression, mais je reviens donc sur le suivi de la période d'essai. Donc il faut vraiment des points réguliers pour détecter les signaux faibles qui généreraient un risque que ça ne se passe pas bien. Alors les signaux faibles, ils peuvent être détectés par les collègues, ils peuvent être détectés par le manager, ils peuvent être détectés par les RH, ou dans le cas d'un recrutement comme nous les faisons nous, par le recruteur externe qui, en étant externe, peut entendre des choses peut-être qui ne peuvent pas être dites directement à un manager et peut servir d'intermédiaire et de médiateur, je dirais, pour que des petites choses qui ne sont rien, en fait, évite que les choses se passent mal. Parce que le problème, il est vraiment là.
il faut vraiment que le collaborateur, le nouveau collaborateur, se sente être un maillon de la chaîne, tout simplement. S'il n'a pas cette sensation, c'est qu'on a raté quelque chose. Alors évidemment, il peut y avoir des candidats qui finalement se disent « non, l'entreprise ne me plaît pas, très bien ». Mais je pense qu'il faut aussi souligner une chose, c'est que longtemps, la période d'essai a été considérée comme un avantage pour l'employeur. C'est-à-dire qu'on a dit « ah bah oui, mais ça permet à l'employeur de faire partir quelqu'un s'il trouve que finalement il ne correspond pas ». Oui, sauf qu'aujourd'hui, on est un peu dans le phénomène inverse et qu'on a des talents qui finalement se disent « ah ben non, l'entreprise ne me correspond pas et je romps moi la période d'essai ». Et ça, c'est un phénomène qui n'existait pas dans les années 90, début des années 2000, mais qui aujourd'hui est extrêmement important et qui nous pousse d'ailleurs à nous poser la question du onboarding, parce qu'on sait très bien combien c'est essentiel. Et ce qui va nous permettre peut-être justement de conclure, Sandra, sur cet onboarding et sur l'importance vraiment cruciale, en quelques mots-clés, vous en avez détaillé plein, mais sur l'importance de cette période caractéristique. Voilà, et surtout, l'aspect, je pense, qui est essentiel, c'est d'aller vers la fidélisation des talents, qui est un enjeu majeur des entreprises. Si on n'est pas capable de fidéliser nos talents, là aussi on a raté quelque chose. Et c'est vrai dans n'importe quelle entreprise, mais c'est très vrai également chez Manpower avec nos intérimaires, où nous avons des programmes de fidélisation des talents qui sont extrêmement développés, parce que là aussi il y a des guerres des talents. Avant, on se contentait des avantages sociaux qui étaient offerts, les avantages du CCE, comme on disait, qui finalement suffisaient à fidéliser un intérimaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut lui donner à lui aussi des perspectives. C'est tout l'objet d'ailleurs du programme MyPass dont vous pouvez faire la connaissance un peu plus loin, et je vous encourage à y aller parce que je pense qu'il y a des tas de choses à prendre et c'est vraiment pour nous le cœur de notre politique en direction des intérimaires, c'est vraiment les fidéliser, parce que sans eux, finalement, nous ne serions rien. Voilà, faut bien en être conscient. Donc je pense que la fidélisation est vraiment, vraiment un point important. Alors, ce que je dirais, je voudrais juste redonner un chiffre qui, moi, m'a interpellé. Selon Glassdoor, un processus d'intégration performant permet d'améliorer la rétention des nouveaux entrants de 82%. Donc, c'est pas neutre. Et je vais vous en donner un deuxième qui, là, est un argument financier, mais qu'il faut aussi avoir en tête. C'est que le coût d'un recrutement raté est estimé entre 30 000 et 60 000 euros. Donc, c'est pas neutre. C'est pas seulement un échec humain, c'est aussi un échec financier pour l'entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs que les cabinets de recrutement travaillent avec les entreprises clientes pour essayer de trouver le meilleur profil, pour les aider et les accompagner dans la période d'essai pour que tout se passe au mieux et pour éviter de se dire que finalement un recrutement raté nous a coûté de l'argent. Voilà, et juste un point, c'est évidemment d'avoir une politique de GPEC qui soit extrêmement dynamique pour donner aussi envie aux collaborateurs de rester chez vous. On disait qu'il fallait lui donner des perspectives dès l'annonce, mais là, il faut les concrétiser et qu'il sache quel est son parcours possible, quelles sont ses évolutions possibles pour le fidéliser, pour le garder au plus près de nous. Et vraiment, la clé, c'est un accompagnement, comme vous le disiez, monsieur, un accompagnement personnalisé. Tout le monde n'a pas le même. Il faut faire le sur-mesure parce que chaque personne est unique et il faut l'avoir en tête. Voilà pour ce guide un peu des bonnes pratiques très très concrètes de l'onboarding réussi, qu'on vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Merci à vous, Sandra. Et vous pouvez effectivement vous rendre sur le stand pour consulter toutes les mises en pratique et toutes les nouveautés que Manpower peut proposer. Voilà, et juste pour terminer,
Je vous fais une page de publicité puisque vous trouverez des éléments du discours que j'ai tenu dans The New Human Age, qui est le thème de notre lab sur Vivatech. Donc je vous encourage à venir visiter et voir tout ce que nous avons de beau sur notre lab. Je vous Vous remercie. êtes les bienvenus. Merci et bonne journée à Vivatech. À très vite sur le stand.